tous les jours, les gens qui ont des maladies se font discriminer. Et ça devrait pas être comme ça. C'est juste pas correct. Vivre une maladie, c'est très difficile. Et puis, il y a des gros moments que tu as beaucoup de découragement. Je me sens souvent laissée à moi-même, je me sens seule. Les gens, ils comprennent pas comment c'est dur de vivre avec une maladie. Ils comprennent pas c'est quoi de vivre avec une maladie tout court. Malheureusement, l'angioédème héréditaire est une maladie immunodéficiente, rare, potentiellement mortelle, et très peu connue, c'est-à-dire 1 sur 150 000 si je ne me trompe pas. Ils ne connaissent pas ça. Moi, ça a pris 2 ans et demi avant que j'aie enfin mon diagnostic. Suite à une enflure au niveau du visage, après avoir été chez le dentiste. En nous regardant de l'extérieur, on ne voit pas notre maladie. Et d'une journée à l'autre, je ne sais pas comment que ça va aller. Je peux avoir une enflure spontanément. Ayant un enfant et même peut-être 2 enfants atteints de cette maladie, ça me crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress parce que, mettons qu'on veut organiser ne serait-ce qu'une journée loin de la maison, il faut toujours que j'aie des choses, les médicaments avec nous. Les crises abdominales, c'est très douloureux. Quand c'est dans nos extrémités, nos mains, nos pieds, c'est vraiment comme une sensation de chaleur, de brûlure. On a une crise au niveau des voies respiratoires, c'est-à-dire au niveau du larynx. Ceci est très épeurant, car c'est par à l'intérieur et on le voit pas à l'œil nu. Ça devient enflé très rapidement. Je ne suis pas en très bonne santé car j'ai des problèmes pulmonaires, ce qu'on appelle l'emphysème. C'est une maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est que ma capacité pulmonaire diminue un petit peu tous les jours. Et puis lorsque je fais des crises d'exacerbation, c'est que là, je suis obligée de m'emmener en ambulance, vite à l'hôpital, parce que là, ils doivent me faire des traitements choc intraveineux. J'ai beaucoup de tristesse, de chagrin d'être comme que je suis, parce que je suis plus capable de faire ce que j'aimerais pouvoir faire. Je veux vivre ce qui me reste à vivre le plus longtemps possible, puis être avec ma famille, avec ma fille, puis mes petits-enfants. Les 3 personnes qui me restent que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. J'essaie de croire au miracle ou à quelque chose qui arriverait spontané, qui pourrait nous aider. Malheureusement, il y en a d'autres dans ma famille, entre autres mon fils. Il avait déjà eu des enflures avant même que moi j'en aille, quand il était plus jeune. D'autant plus que mes parents avaient un enfant plus vieux que moi qui est décédé dans son sommeil. Avant qu'il décède, il était souvent malade. Il y avait des douleurs au ventre. Moi-même, je suis en attente d'un immunologue pour voir si j'aurais pas la maladie à ma mère, qui est l'angioédème héréditaire. J'étais en classe, mon œil a commencé à me picoter, ça me brûlait. Je m'en vais aux toilettes, j'ai plein de plaques, j'avais plein de boutons partout. Donc là, je suis allée à l'infirmerie. Ils m'ont dit, c'est juste une allergie, on va donner une réactine, mais c'est pas ça. Puis là, ils voulaient pas que je bouge avec longtemps que l'ambulance n'était pas arrivée. J'ai dû attendre que ma mère elle arrive parce qu'ils me croyaient juste pas. Là, je me suis ramassée à l'hôpital de la Salle. J'étais arrivée là-bas, la dame était vraiment bête au triage. Puis elle m'a coté P5. Tandis qu'à Charlemagne, où est-ce que je suis normalement traitée, j'aurais été cotée P2. Lorsqu'il m'arrive une grosse crise que je ne peux malheureusement contrôler par moi-même, qui est sur mes voies respiratoires ou que mon ventre, mon abdomen, mes intestins viennent vraiment enfler et qu'il y a un risque potentiel d'une rupture au niveau de l'abdomen ou des intestins, j'ai pas le choix, je dois contacter les paramédics. On a une carte spéciale d'urgence qu'on met avec notre carte d'assurance maladie qui marque rapidement c'est quoi l'angioédème héréditaire et les risques ainsi que notre docteur à contacter et le médicament à nous donner. C'est un dérivé sanguin qu'il nous faut. Qui est commandé à la banque de sang de l'hôpital et c'est pas tous les hôpitaux qui en ont. Moi, il a été établi un plan d'urgence à l'hôpital. Ils ont comme une alarme pour moi au triage. À ce moment-là, ils m'emmènent comme qu'ils appellent à la salle de choc pour que je sois monitorée. Je dois faire des infusions 2 fois semaine pour avoir un semblant de vie normale. Ça prend au moins 1 heure, 1 heure et demie chaque traitement. Et de plus, il arrive souvent, fréquemment, que je doive annuler des activités
quand je me sens pas bien une certaine journée, ou même des fois, moi et ma famille, on peut pas aller à certains endroits puisqu'il y avait pas d'hôpitaux et de traitements proches advenant que j'ai eu une crise. Je dois vivre depuis 1 an, 24 heures sur 24, avec de l'oxygène. J'ai 3 pompes à prendre à tous les jours, 4 inhalations chacune. C'est ça qui me donne la chance de pouvoir continuer à vivre. Et puis j'ai des médicaments aussi. Mais à un moment donné, le stress, beaucoup de choses qui font que les pompes ne fournissent pas. Donc c'est là que je suis obligée qu'ils font venir l'ambulance. Puis là, c'est rendu que je viens de plus en plus. Je prends aussi de la prednisone, qu'on appelle la cortisone, mais à faible dose parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Ma capacité mentale est toute là, mais mon physique, ça ne suit plus. Mes jambes, c'est correct. Je suis capable de marcher, mais j'ai pas le souffle. Là, je suis essoufflé au bout. Donc, des pauses, il faut que je remplace, puis il faut que j'apprenne à vivre avec ça. J'ai commencé à 14 ans à fumer. Je ne pouvais pas m'imaginer comment que ça pouvait être si grave. Sans le savoir, bien, ça l'a détruit encore plus mes poumons. Mais là, aujourd'hui, je le vois. J'ai arrêté par moi-même jusqu'à ce que j'ai fait un ACV en 2016 pour la toute première fois. Et puis, lorsque j'étais à l'hôpital, j'étais comme dans un coma. Et puis, il y a un médecin qui est venu voir ma fille et qui lui a dit que je ne passerais pas à travers et que pour lui, l'idéal, c'était de m'envoyer en soins palliatifs, comme autrement dit pour mes derniers jours. J'ai été assez loin, proche de partir à cause de ça. Ils ont dû m'intuber. Ma fille, elle avait une grande décision à prendre. Et puis une chance que son papa était là. Elle lui a demandé son avis. Et les deux ensemble, ils ont décidé, ils ont dit non. Fait qu'ils ont pris une chance. Je suis encore là aujourd'hui. Que j'étais dans une très, très fâcheuse et pas belle condition. Tout le monde le sait que tu vas à l'hôpital, puis comme partout où tu vas aller, tu vas arriver sur des personnes gentilles, très gentilles, moins gentilles, puis pas gentilles. On ne peut pas savoir à qui se fier dans les hôpitaux. Tu as l'impression de ne plus te sentir en sécurité. Moi, c'est comme ça, il me semble que je me sens. Bon, les autres, ils me voient. Ils pensent, là, tu sais, là, parce que là, je suis correct, là. Là, je parle, ça va et tout. Mais ils ne savent pas, en dedans de moi, ce qui se passe. Le soufflement qui se passe en dedans de moi. Il y a beaucoup, malheureusement, de discrimination, autant de la part des paramédics que des premiers répondants, et aussi de médecins. Ça m'est déjà arrivé, j'avais une photo dans mon cellulaire, puis là, j'avais une crise au niveau du larynx et j'essayais d'y expliquer, d'y montrer que j'étais incapable de parler, et j'ai montré une photo, puis le médecin, il s'est moqué de moi, puis il disait que c'était du Photoshop ou que c'était impossible que ça soit moi sur la photo, or que ça l'était. Alors, on m'a mis dans la salle d'attente, or que j'aurais dû être prise en charge tout de suite. Malheureusement, c'est des incidents qui sont souvent arrivés. Et que des fois, on me prenait pas au sérieux et on me traitait pas. Je les mets pas toutes dans le même bateau. Il y en a qui ont été très, très, très gentils et très à l'écoute. J'avais demandé à mon pneumologue, il y a quelques années, si j'aurais pu me faire mettre sur la liste pour une transplantation pulmonaire. Il m'avait dit tout de suite, non, non, non. Comme ça. C'est parce que j'avais pas arrêté de fumer. Il disait que c'était trop dangereux. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je paye pour. Et je vous conseille, à vous tous qui m'écoutent, s'il vous plaît, ne touchez jamais à une cigarette de votre vie. Et s'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé à fumer, je vous dis, je vous supplie, pensez à votre santé et non à la cigarette. Les maladies, c'est pas toujours physiquement apparent. Les gens comprennent pas à quel point que ces personnes, ils souffrent. Ça affecte leur vie de tous les jours, leur quotidien, leurs alentours, leurs proches. Je peux pas croire que des gens, encore aujourd'hui, qui dénigrent ces personnes-là, qui les négligent, qui les rabaissent, juste parce qu'ils y croient pas. Les gens devraient pas avoir des préjudices négatifs et devraient soutenir les gens qui souffrent au lieu de les rabaisser. Ça fait mal de pas se faire croire, mais peu importe, les gens devraient cesser de discriminer.